4,9 milliards d'euros envolés en 3 jours, à cause de positions cachées sur des indices européens. Tout cela s'est joué au cœur d'une grande banque française, au tout début de l'année 2008. Au centre, un nom devenu symbole, Jérôme Kerviel. Il opérait sur la ligne dite Delta 1 et a dissimulé des expositions massives derrière des opérations fictives. Le système d'alerte a clignoté, mais la mécanique a continué. Imagine que c'était ton argent, ton épargne, ta retraite. Aurais-tu vu venir la vague ou te serais-tu cru à l'abri parce que la banque semblait maîtriser chaque risque? Voici l'histoire de ce trou colossal. Tu vas voir comment une exposition interdite a pu naître, grandir puis exploser sous les radars internes. Aussi, au début de l'année 2008, les marchés d'actions vacillent. La crise des crédits hypothécaires américains se diffuse et la volatilité grimpe. Dans ce climat tendu, une grande banque française, Société Générale, opère un vaste pôle de produits dérivés sur indices européens. Parmi ses équipes figure une ligne dite Delta 1, spécialisée dans des expositions linéaires sur contrats à terme et paniers d'actions. Jérôme Kerviel, trentenaire formé au contrôle avant de passer au trading, travaille sur cette ligne. Son poste autorise des positions limitées et des arbitrages prudentiels. Mais selon les décisions de justice rendues plus tard, il prend des expositions directionnelles interdites et les dissimule au moyen d'écritures fictives. Il couvre ses traces par des opérations d'apparence crédibles, souvent saisies puis annulées. Les systèmes d'alerte interne et les chambres de compensation signalent des anomalies. Pourtant, l'activité continue et les réponses restent fragmentaires. Janvier, des contrôles internes détectent une incohérence. Des vérifications rapides aboutissent et la banque remonte une chaîne d'ordres anormaux. Le 19 janvier, l'ampleur du risque est confirmée, ce qui enclenche un plan de débouclage express dès le lundi suivant. Le contexte de marché était mauvais. Les indices chutent, la liquidité se contracte, la panique rôde. Fermer des positions massives dans une telle tempête coûte cher et attire l'attention. Le 24 janvier, la banque annonce une perte totale proche de 4,9 milliards d'euros liée à ces positions. Les autorités se saisissent du dossier. L'autorité des marchés financiers ouvre des vérifications. La commission bancaire liée à la Banque de France enquête sur les contrôles internes. Et la justice pénale s'organise. Très vite, l'affaire devient un symbole des risques de gouvernance et de surveillance à l'ère des dérivés. Mets-toi une seconde à la place d'un actionnaire ou d'un client. Ta confiance aurait-elle résisté à un tel choc? Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut regarder la mécanique concrète des ordres, des faux appariements et des alertes manquées. Cela nous amène à décortiquer, étape par étape, la manière dont l'exposition a été construite puis maquillée. Regardons. De près, première étape, la construction d'une exposition directionnelle. Sur des contrats à terme d'indices européens, l'opérateur achète ou vend pour des montants qui dépassent ses limites. Ces ordres donnent une position nette qui gagne si l'indice monte ou perd si l'indice baisse. Pris isolément, ce pari serait visible et bloqué par les contrôles. Deuxième étape, le maquillage. Pour cacher le pari, l'opérateur saisit des opérations dites de couverture, censées neutraliser le risque. Ces écritures ressemblent à des opérations d'arbitrage avec une contrepartie extérieure. Elles sont assez crédibles pour passer les filtres de premier niveau. Ensuite, elles sont annulées, ou décalées, ou modifiées, souvent juste avant un contrôle approfondi. Résultat, les systèmes voient une position proche de zéro, alors que l'exposition réelle reste maximale. Troisième étape, l'exploitation des angles morts. Les chaînes d'alerte, des salles de marché aux équipes de conformité, déclenchent souvent des signaux. Mais la masse d'informations, les périodes de fin d'exercice et la routine des desks créent trop des fenêtres où une justification sommaire suffit. Des courriels ou des tickets internes, rédigés avec des détails plausibles, étouffent le doute. Les réponses des chambres de compensation et des plateformes ajoutent la complexité et l'ensemble finit par diluer la vigilance. Quatrième étape, l'amplification. Quand la position maquillée rapporte, l'opérateur renforce le pari. Au fil des semaines, l'exposition atteint un niveau colossal, proche de la taille d'un portefeuille souverain. Plus la taille augmente, plus sortir devient difficile, sans provoquer une secousse de marché.
Ce piège mécanique pousse à continuer et à retoucher les faux appariements pour que tout tienne encore un peu. 5e étape, la pression du calendrier. Fin d'année et début d'année concentrent des reportings, des inventaires de risques et des congés. Une alerte sur un ticket ou un solde intermédiaire peut être classée en attente, puis traitée trop tard. Dans cette affaire, des incohérences relevées à la mi-janvier ont ouvert la boîte complète. La découverte fait alors l'effet d'un coup de tonnerre. 6e étape, le débouclage forcé. La banque décide de fermer en urgence ses positions camouflées. Elle vend et achète en sens inverse sur plusieurs jours, dans un marché déjà heurté. Cette liquidation accélérée transforme un risque latent en perte réalisée de plusieurs milliards d'euros. C'est brutal, mais légalement inévitable une fois l'irrégularité établie. Imagine une seconde que tu sois responsable des contrôles. Reconnaîtrais-tu ces signaux faibles dans le bruit quotidien? Ou laisserais-tu passer une anomalie maquillée par un récit trop bien écrit? Cette logique en 6 mouvements explique comment le pari interdit a pu naître, grandir et menacer la stabilité de l'établissement. Mais comment, précisément, l'édifice a-t-il fini par s'effondrer au grand jour? Tout s'effondre quand une anomalie ressort malgré les écrans de fumée. Un contrôle rapproche des opérations internes et des confirmations externes, et l'écart saute aux yeux. Des appels sont passés, des tickets sont revus, et les justifications préparées ne suffisent pas plus. Le week-end, l'équipe dédiée rassemble les flux, photographie l'exposition réelle et cartographie les faux appariements. Le puzzle révèle une position directionnelle gigantesque, bâtie par ajouts successifs et camouflée par des écritures fictives. La direction valide un plan. Déboucler vite, sans bruit, pour neutraliser le risque avant toute fuite publique. Dès le lundi, l'exécution commence. Les ventes et achats inverses se succèdent pendant plusieurs séances. Les indices reculent fortement, la liquidité s'effrite et chaque ordre pèse sur les prix. Mathématiquement, fermer une position de taille hors norme dans un marché en baisse transforme des gains latents en pertes sonnantes. Au milieu de la tempête, la communication est calibrée au strict nécessaire. La priorité est la réduction du risque immédiat et la conservation des preuves. Les autorités sont prévenues dans le cadre des obligations de place et l'information publique suit une fois l'opération terminée. Le jeudi, la banque officialise la perte totale liée à ses positions dissimulées. Le nom de l'opérateur est confirmé et la justice est saisie. Des perquisitions et des auditions s'enchaînent, pendant que les équipes techniques documentent les processus et les failles. Imagine que tu sois client ou salarié ce jour-là. Chaque notification interne, chaque message d'actualité devient une source d'inquiétude. Et pourtant, ce moment de bascule n'est que le début des conséquences visibles qui vont s'étaler sur des années. C'est le point de rupture. L'affaire sort de la salle de marché et entre dans l'espace public, puis dans les tribunaux. Ce passage ouvre la voie aux sanctions, aux jugements et aux réformes que nous allons maintenant retracer. Un comité du conseil pilote l'audit. L'inspection générale décrit le maquillage et les alertes. Les commissaires aux comptes valident les pertes du débouclage du lundi 21 au mercredi 23 janvier. L'autorité des marchés financiers et la commission bancaire contrôlent l'information. Après la révélation, les conséquences s'étalent sur des années. L'ex-opérateur est mis en examen, puis jugé. Des décisions pénales reconnaissent la falsification d'écriture, l'usage de faux et l'atteinte à un système automatisé. Des peines de prison sont prononcées. Plus tard, la plus haute juridiction confirme la responsabilité pénale et rouvre la question des dommages civils. Au plan financier, la banque enregistre la perte liée au débouclage et renforce ses fonds propres. Un plan d'amélioration des contrôles est déployé. Cartographie des risques par desk, revue de fin de journée, confirmation externe plus stricte et séparation plus claire entre saisie et validation. Des procédures de signalement sont revues pour qu'une alerte reçoive un traitement suivi et tracé. Les autorités de supervision dressent un bilan critique des contrôles de premier niveau. L'autorité des marchés financiers publie ses conclusions sur l'information au public et l'autorité bancaire rappelle l'exigence de vigilance. Dans l'opinion, le récit divise. Certains voient un symbole d'un système obsédé par la performance. D'autres y lisent la preuve que des digues ont cédé. Dans tous les cas, l'épisode devient un cas d'école
des risques de modèle et de la fatigue des contrôles. Regagner la foi. Mets-toi à la place d'un épargnant français. Tu te demandes comment protéger ton argent quand des erreurs internes peuvent provoquer des pertes visibles. Ce questionnement prépare la dernière partie consacrée aux leçons concrètes pour tous. Première leçon, les gros trous naissent de petits écarts. Si une explication te paraît parfaite, demande une preuve indépendante. Deuxième leçon, un contrôle n'existe que s'il est suivi. Note les alertes, clôture les boucles, exige des confirmations externes. Troisième leçon, diversifie tes risques. Évite le tout au même endroit et la foi en une seule histoire. Une sortie forcée détruit de la valeur. Quatrième leçon, regarde la gouvernance. Transparence et responsabilité renforcent la résilience. Si tu veux voir plus de scandales financiers révélés, abonne-toi à Money Mystery. Partage cette vidéo pour avertir davantage de personnes. Quel scandale devrais-je explorer ensuite? Tes économies méritent bref des garde-fous. Vérifie, trace et ne cède pas à l'urgence.